Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour évoquer un livre édité par les éditions L'Extrême Contemporain, un livre coécrit, on va voir selon quelle modalité, par Muriel Pic et Anne Weber. Peut-être, avant qu'on engage la discussion, et une part importante de cette séance sera consacrée à la lecture. On verra s'il faut qu'on parle de correspondance et dans quel sens on peut parler de correspondance. Peut-être vous dire quelques mots de présentation de Muriel, qui est à ma gauche, et Anne, qui est à ma droite. Donc on peut dire de Muriel beaucoup de choses. d'Anne aussi d'ailleurs. On peut dire qu'elle est professeure, docteur, habilitée à diriger des recherches en littérature française et comparée. Qu'elle, par ailleurs, elle est autrice de récits, de poèmes documentaires, d'essais critiques, de collages, de films expérimentaux, quoi, beaucoup de modes d'expression. Que tu as mené, je dirais, de front une vie littéraire et une vie académique, on peut dire ça, c'est un peu ce qui te caractérise, et qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, tu te consacres à l'écriture et à un travail extrêmement important à mes yeux, et pas seulement au mien, et dont on va parler, autour de la question de l'archive, des archives, voilà. Et puis, à ma droite, Anne. On peut dire que tu es née en Allemagne. C'est important. On n'est pas dit où tu es née, Muriel, mais ça a moins d'importance pour la présentation d'Anne. Que tu es née en Allemagne, que tu vis à Paris depuis les années 80 et entre les deux pays. Que tu es romancière. Voilà, avec une dizaine de romans, bon, certains d'entre eux très lus, voilà, notamment pour le dernier, Annette, une épopée, pour lequel tu as reçu le prix du livre, le prix allemand du livre, voilà. Mais dire aussi que tu n'es pas seulement romancière, tu es aussi traductrice. Et que tu as notamment traduit en allemand Pierre Michon, Georges Perros, Éric Chevillard. Voilà, et dire aussi, et ça c'est une chose importante et très singulière dans cette question translangue, ou dire aussi que chose qui est assez unique, particulière, qui est que tu te traduis toi-même de l'allemand au français. Voilà, je vous ai présenté l'une et l'autre. Voilà, alors peut-être dire ce qui a été le point de départ sinon du livre, en tout cas déjà de votre échange. C'est Alexander Kluge qui, en 2020, vous a réunis dans le cadre d'un festival qui était le Festival de la coopération, je crois, et qui vous avait donné en fait comme consigne, vous avez proposé, peut-être Muriel, tu peux dire ce qu'était cette proposition, mais d'échanger l'une et l'autre à partir, enfin, une contrainte autour de l'archive. Oui, merci pour cette présentation, Julien. Bonsoir à tous. Alors, cette rencontre avec Anne, elle s'est faite grâce à Alexander Kluge, qui est vraiment un écrivain de la poétique documentaire. Et il nous avait donné comme consigne, c'était une consigne, pas de contrainte formelle, c'était simplement, est-ce que l'usage du document et de l'archive dans la poésie, la littérature, peut avoir une action sur la société ou politique, ou voilà, c'était un peu ça là. Donc c'était d'écrire avec, qu'est-ce que c'est écrire avec des documents, est-ce que vous pouvez le faire à deux, parce que c'était un festival franco-allemand. Donc il y avait aussi une volonté d'échange comme ça entre les deux langues, les deux cultures. Et puis quand moi j'ai lu dans les biographies en ligne d'Anne qu'elle écrivait son livre en allemand d'abord et après en français, je me suis dit waouh. Et voilà, c'était mon premier contact avec elle. J'étais très impressionnée. Elle est très impressionnante, faut le dire. Il faut le dire. On est obligé de... Moi-même, je suis très impressionné. D'ailleurs, je vais me mettre plus près de toi.
que de Anne pour... ah non, mais ça commence bien. Le charisme, ça peut faire ça, Anne. Donc la rencontre s'est faite là-dessus. Vous avez eu le désir en fait de la prolonger, cette rencontre, et finalement vous êtes fixé, et c'est ce qu'on retrouve l'enjeu du petit atlas des pleurs, et on va l'entendre, c'est de faire résonner à la fois les images, les textes, les souvenirs, et vous êtes donné, je dirais, une contrainte d'écriture. Peut-être Anne, tu peux nous dire comment ça a fonctionné en fait. Alors, dans la presse et parmi les lecteurs, j'ai souvent lu ce mot de ping-pong. C'est vrai, en tout cas moi, je trouve que rebondissement c'est plus beau, ou ricochet, ou voilà. Est-ce que tu peux peut-être, Anne, dire en quelques mots quelle est la formule de ce livre co-écrit? Quelles contraintes étaient les vôtres? Sur quelle temporalité ça s'est passé? À quel rythme? Alors déjà, je dois dire que j'entends tout le temps le mot contrainte, mais peut-être n'étant pas très... Enfin, étant un peu dans la lune et n'étant pas très oulipienne dans l'âme, j'avais pas très bien compris qu'il y avait des contraintes, enfin, sauf la contrainte de faire quelque chose à deux, mais je crois que j'avais même pas compris qu'il s'agissait de partir d'archives ou de documents. Dans mon esprit, ce qui nous réunissait, c'était que Muriel avait écrit des élégies documentaires, donc elle avait lié une forme littéraire ancienne à l'usage d'une trace du passé, de traces du passé au pluriel. Et moi, Annette, une épopée, c'est une épopée, donc aussi un genre littéraire ancien, qui raconte la vie de quelqu'un, donc qui se base aussi sur de quelqu'un de réel, Anne Beaumanoir, une ancienne résistante, et puis quelqu'un qui était ensuite engagé du côté du FLN pendant la guerre d'Algérie. En tout cas, ça nous rapprochait. Et contrairement à Muriel, d'ailleurs, qui ne m'avait pas lu, je crois, je l'avais lu, ce livre. Bon, en tout cas, après... au moment de la publication, j'étais plutôt d'avis de cacher le fait qu'il s'agissait d'une sorte de commande qu'on avait qui nous a un peu dépassé, parce qu'on est allé beaucoup au-delà de ce qui était demandé au départ, parce qu'on s'y est pris au jeu et qu'on a vraiment pris plaisir à ce ping-pong, comme tu dis. Mais personnellement, quand j'ouvre un livre et que je lis qu'il s'agit d'une commande, d'un festival littéraire, j'ai plutôt envie de le refermer, le livre. Mais il se trouve que ce genre de commande peut aussi donner des choses, j'espère, dans notre cas, intéressantes. Si on ne parle pas de contraintes, tu dis on s'est prise au jeu. Alors, qu'est-ce que c'était ce jeu, en fait? Déjà, le fait qu'on s'est mis à attendre... Enfin, Muriel a commencé, elle a écrit un petit texte, on s'était mis d'accord assez vite sur le fait qu'on n'allait pas faire une correspondance, mais donc elle m'a envoyé un petit texte, et il s'agissait pour moi de réagir à quelque chose qui était contenu là-dedans, soit une image, une idée, une pensée, un mot, et de partir dans une autre direction, et ainsi de suite. Et la seule contrainte que je me suis imposée et que j'ai cru bon de devoir imposer à Muriel, qui parfois était un peu réfractaire, c'est que je trouvais que vraiment, il ne fallait pas tricher, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un texte, on entraîne un autre, et on le sent, on doit le sentir, on doit sentir le lien qui unit, qui lie ces textes, et non pas tricher dans le sens où pas ajouter un texte parce qu'il est très bien et qu'on l'a écrit à un moment donné et qu'il pourrait peut-être tenir... voilà. Mais il fallait que ce soit quand même un ping-pong, un vrai ping-pong. Ce qui fait d'ailleurs que ce que tu dis est très juste selon moi, ce qui fait d'ailleurs qu'à aucun moment on a l'impression de lire ni une anthologie, ni même un collage.
de textes disparates qui auraient été regroupés sous un intitulé ou une thématique qui serait la mélancolie. Donc c'est ce que j'appelle la contrainte, mais on aurait pu dire la règle, ou on aurait pu dire le jeu, en fait. Et en effet, c'est un livre qui est très, très singulier pour cette raison. Des rebonds successifs, c'est au fond comme une promenade dans vos subjectivités à l'une et l'autre. Et on passe, par exemple, de Georges Perec au columbarium, qui, de fil en aiguille, amène à une tablette sumérienne, voilà. Et c'est assez semblable à cette forme presque de la comptine chapeau de paille, paillasson, somnambule, voilà, où en fait on rebondit, voilà, et on mobilise et on tisse à la fois des souvenirs personnels et puis par moments il y a une dimension de journal. J'étais au musée du Louvre, j'ai vu une plaquette sumérienne, voilà, donc voilà, il y a ce rebond qui fait qu'on avance avec vous sans logique, on pourrait dire, mais finalement, et le titre Petit Atlas des pleurs dit quelque chose, il y a quand même quelque chose, un fil, au-delà du simple rebond contingent ou aléatoire, il y a quand même un fil qui relie toutes ces images, tous ces textes, et ce fil, précisément, on l'entend dans ce titre Petit Atlas des pleurs. De mon point de vue, il y a peu de titres aussi beaux que celui-là, mais je ne suis pas tout à fait objectif. Est-ce que tu peux, Muriel, dire quelques mots en quoi ce Petit Atlas des pleurs, ce titre, il te paraît dire quelque chose d'un fil qui traverse ce livre où il est question d'archives, de mélancolie, souvent, de archives de la mélancolie, mélancolie des archives. Voilà, est-ce que tu peux dire quelque chose de ce titre, mais peut-être aussi réagir à ce que disait Anne, de ce rebond et du plaisir que tu as pris à ça, ou des questions que ça t'a posées. Alors c'est vrai que... Alors moi j'avais quand même l'idée d'une contrainte, on peut dire contrainte ou de règles du jeu, puisque pour qu'il y ait un jeu, il faut toujours qu'il y ait des règles. Et puis c'est vrai que moi, j'ai spontanément, comme j'ai ouvert le dialogue, je me suis fixée à moi-même des règles. Et puis après, Anne est venue avec autre chose, et puis on a un peu navigué chacune avec la règle de l'autre en la suivant. Et ça, c'était vraiment très intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis partie en fait du columbarium de Georges Perec, donc c'est pour ça aussi qu'on peut parler de contraintes. Je pense que c'est pour ça que le terme est venu. Et puis Perec apparaît à plusieurs reprises. Et en fait, moi, je voulais faire parler les cendres de Perec, les cendres de Georges Perec. Donc le premier texte, c'est vraiment, ça vient de ces cendres en fait. C'était ça l'idée, parce que voilà, je voulais qu'on fasse les mortes. Enfin voilà, il y a eu plusieurs, il y avait plusieurs. Puis Anne m'a dit non, on est quand même vivante. Donc il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été formulées, puis les choses se sont mises en place progressivement. Mais moi, je suis restée avec cette idée de poser un lieu infraordinaire, infradocumentaire, un minuscule, un petit endroit. Pour moi, en tout cas, à chaque fois, je suis allée comme ça vers un détail, en fait. Voilà. Un détail, souvent avec un chiffre, quelque chose de très précis auquel je m'accrochais et que j'ai combiné après avec le régime associatif que Anne a mis en place, cette dynamique qui est venue comme ça traverser quelque chose qui, chez moi était plus... dans une perspective de structure, en fait. Voilà, moi, je suis arrivée comme ça, en projetant une structure, puis Anne a traversé comme ça avec son élan. Donc, du coup, ça s'est bien combiné. Enfin, en tout cas, ça nous a donné envie de continuer. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que de détail en détail, en fait, on se retrouvait toujours confrontés à des choses vraiment tragiques, quoi. Enfin, des événements de l'histoire. On était toujours ramenés comme ça à des événements de l'histoire, à partir de faits vraiment infimes, privés. Et il y a comme ça une sorte de cartographie qui s'est mise en place, une sorte de déplacement comme ça à l'estime, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'on était assez désorientés, en même temps on s'orientait l'une l'autre. Et puis, à un moment donné, moi je suis tombée dans un des poèmes
En fait, le terme d'Atlas des pleurs est venu parce que j'ai travaillé avec l'Atlas figuré des plaintes de Ernesto de Martino, voilà, qui est un atlas avec des figures de pleureuses. Et en fait, la pleureuse, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Et j'avais déjà travaillé avec cette profession féminine pour les élégies documentaires, en fait. Dès le début, mon travail, je l'ai placé sous le compagnonnage avec cette figure féminine, ce métier féminin de l'émotion, tout ça, donc depuis 2016 maintenant. Et puis je me disais qu'une pleureuse toute seule, c'est bien, mais à deux, c'est mieux. Et du coup, voilà, il y a ça aussi qui est entré. Et puis Anne a pris aussi cette posture, mais en travaillant avec l'épopée plutôt. Et voilà, du coup, ça a fait un contre-rythme, et c'était très intéressant aussi pour moi, comme écrivaine, d'être face à l'écriture d'une autre. Il faut dire que ces genres littéraires, l'épopée et l'élégie, sont assez genrés dans leur genre. Enfin, l'élégie, les pleurs, c'est traditionnellement attribué aux femmes, et l'épopée est un genre très, très viril et guerrier. Et c'est pour ça qu'à un moment dans le livre, il y a moi Tarzan, toi Jane. Enfin, il y a ce... Mais c'est évidemment des rôles... le rôle de Jane en particulier ne plaisait pas à Muriel. Moi, j'étais bien en Tarzan, mais on a un peu joué Jane et Tarzan alternativement, finalement. Cet exemple de la figure de la pleureuse, il faut dire aussi que pour ce qui te concerne, peut-être j'aurais dû le dire dans la présentation, tu t'intéresses beaucoup à cette question ou à cette forme du dialogue des morts, voilà, qui convoque aussi l'idée de la pleureuse. C'est un très bon exemple, me semble-t-il, de votre méthode. Tu avances cette image de la pleureuse, tu en dis une chose, et puis la part virile de votre binôme dit « Ah, tu me parles de pleureuse, mais je fais des recherches, et alors Google me dit que depuis 1960, il n'y a plus de pleureuses. » Alors Google ne connaît pas la Corse, voilà, mais qu'on peut voilà, il y en a toujours, bien sûr, en Afrique, et c'est ce que tu dis très justement, avec des types de pleureuses, des niveaux de prestations, de salaire, voilà, et voilà, c'est un exemple typique de rebond, ce qui est, à mon avis, important à dire, c'est qu'au fond, et une amie chère commune le disait, elle me disait, mais c'est formidable, à la fin, on a lu quelque chose comme un poème à deux voix. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait, du poème, parce que ça convoque pas seulement l'intelligence, mais aussi des affects, des souvenirs, de l'intime, le tragique. Voilà, ça convoque tout ça, en fait, ce dialogue. Je crois que dans cette idée de qu'est-ce qu'on fait du deuil, qu'est-ce qu'on fait de la mémoire, qu'est-ce qu'on fait des documents, là, il y avait une sorte de réponse qui s'est donnée toute seule. C'était l'idée de tisser des liens. Et c'est aussi une amitié, en fait, qui se met en place au fil du livre. Et en fait, le livre tisse aussi des liens à nous deux, entre des destins qui sont complètement éloignés. Donc il y a d'autres voix, en fait, qui apparaissent, des voix documentaires, et puis il y a aussi des amis proches qui nous ont raconté des histoires qu'on rapporte. Donc il y a comme ça toute la question de l'amitié aussi, en fait. Qu'est-ce que c'est et comment on l'écrit. Enfin, mais là, elle s'écrit plus dans la forme qu'elle ne se dit. Et puis, pour moi, il y a eu aussi un phénomène de journal. Ça accompagnait d'autres livres que j'étais en train de faire. Ça a suivi. Il y a Rosa Luxembourg, par exemple, qui apparaît. Alors j'étais en train de finir l'édition critique de L'herbier de prison. Donc, il y a vraiment plusieurs facettes dans ce livre. Alors, peut-être ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute. Donc, on va entendre Muriel et Anne
lire un choix de ces échanges. Je vais aller te chercher de l'eau, Muriel, dès que tu commenceras à lire, je te l'apporterai parce que il y a des vers vides. Il y a des vers vides. Et donc voilà, donc on va écouter. Des images sont projetées. Je voudrais vous dire que ce livre que vous pourrez acquérir et que vous pourrez signer, donc édité par l'Extrême contemporain, a été composé, relu par Alphonse Claroux, qui est mon associé. Je suis fier de ses talents de relecteur, et imaginé, mis en page dans sa forme par François Ballot, qui est ce que le monde nous a donné le mieux, pour moi, en matière de graphisme et de fabrication de livres. Donc voilà, je suis très heureux à la fois de vous entendre et puis que vous ayez l'occasion d'avoir en main ce livre dont on peut collectivement être fier. Très beau livre, travail très agréable, c'était très bien. Et c'était nos poupées, en fait, avant. On ne vous a pas dit. Voilà, qui apparaissent, en fait, qui sont toujours des esprits, les poupées. Voilà. On ne les a pas présentées. C'est vrai. Mais on peut faire leur connaissance à la toute fin du livre. Oui. Je veux bien un peu d'eau à un moment donné. D'accord. Quand on a un désir infini de se blottir dans une prison amie, dans un plein, une protection, un désir qui serait presque sanglotant si on ne savait après tout se tenir, quand on oublie d'où provient une joie, une peur, une tristesse, pour ne voir que sa présence, pour ne sentir que l'ébranlement, quand un désir de forêt, de branches, de loups, de biches, de pas et de pareidolie brûle le poème sans oriflamme, quand l'herbe du diable fleurit, avec la sensation du blanc, de la page, de l'ombre de la page, où vient se coucher la folie, quand on est dans un jour de grand cœur entreprenant, le monde parle et regarde, et sur la surface des eaux d'un port, les yeux de mazout questionnent nos vies. Comment voulons-nous vivre ? Au 7e siècle, dans le Yorkshire, un berger illettré nommé Caedmon gardait les bêtes dans un couvent. Un soir que les moines célébraient une fête, comme il avait honte de ne pas savoir chanter, il se retira dans l'étable et s'endormit au milieu des bêtes. En rêve lui apparut quelqu'un, peut-être Dieu, qui lui demanda de lui chanter une chanson. « Mais je ne sais pas chanter », s'exclama Caedmon. L'inconnu réitéra pourtant sa demande. « Mais que dois-je chanter ?» demanda Caedmon, désespéré. L'inconnu lui dit de chanter le commencement de toute chose. Et Caedmon se mit alors à chanter sans effort des vers qu'il n'avait jamais entendus. Nous ne connaissons pas ces vers, et d'ailleurs lui non plus, car s'il chercha bien à les reconstituer à son réveil, il ne put les retrouver tout à fait. Puisque des vers ne sauraient être traduits littéralement d'une langue, ici la langue du rêve, dans une autre, la langue du réveil, sans perdre beaucoup de leur beauté et de leur richesse. C'est le romancier et poète américain Ben Lerner qui raconte cette histoire dans un essai intitulé « Hatred of Poetry », la haine de la poésie, titre auquel elle fournit une explication possible. Nous haïssons la poésie, nous l'aimons, mais la haïssons en même temps, parce qu'elle se révèle impossible. Le poème idéal, le poème rêvé est perdu et restera à jamais inaccessible. Comme l'indéchiffrable est au cœur même de la poésie. Comme au cœur de tout idéal. Dans quel monde voulons-nous vivre ? Le lendemain matin, Caedmon chanta ses vers, ou ce qui lui en restait, devant les moines qui, malgré l'imperfection de ce chant, en furent émerveillés et admirent Caedmon par la suite au couvent comme un des leurs. Cela se passa sur la côte nord-est de l'Angleterre, à l'abbaye de la ville de Whitby, où Bram Stoker, le 8 août 1890, trouvera l'inspiration pour son roman Dracula. Regarde ce que j'ai trouvé.
Une ancienne carte postale de la ruine de Dunwich. Tu les vois, les deux femmes, en bas à gauche de la photographie? C'est rare les figurantes sur les cartes postales de monuments ou de paysages. Quand on les a vues, on ne voit plus qu'elles. Que se racontent-elles? Quelles histoires de leur vie, quels secrets se disent-elles? C'est toi et moi qui discutons au bord d'un chemin qui ressemble à un ruisseau phosphorescent. Dans le clair-obscur, on entend la mélancolie rugissante des vagues. Un drame silencieux avance par saccades et par érosion, avec une cruauté patiente. Le vent caresse la pierre en l'émiettant. La nature travaille à l'écroulement de ce qui n'est déjà plus que ruine. Les deux femmes parlent, minuscules à côté de la tête de mort, architecturale, monumentale, magistrale. Elles parlent de la tempête de 1296 qui a emporté dans les flots la ville dont il ne reste que ce mur, ces arcades, ce bout de tour. Elles parlent et elles animent la grisaille, dentelles, pierres et nuages. Sur un chemin au bord du néant, deux femmes à la dernière mode parlent de leurs trouvailles, de leurs talismans. Pourquoi sont-elles là, à quelques pas d'un vertige, à la lisière du temps, dans le danger d'une rafale? On ne le sait pas, mais elles sont là, et c'est ce qui compte. Deux femmes à côté d'une ruine parlent du fait même d'être vivantes. Tu as ton ombrelle, j'ai oublié la mienne, comme d'habitude tête en l'air. On s'est arrêté pour éclaircir un point, pour essayer de comprendre ce que l'on fait là, ensemble, à se poser des questions sur le document, le monument, la trace, le vestige et la ruine. À brûle-pourpoint, à côté du ruisseau d'encre ou du chemin qui décale l'horizon, on se demande « Quelle histoire voulons-nous raconter ?» À Dunwich, les bicoques des pauvres ont été engloutis comme les habitations costaudes des riches commerçants qui s'y trouvaient aussi, puisque c'était une place de marché importante, ainsi que 10 églises et 2 couvents, l'hôtel de ville, les chantiers navals et les bâtiments du port. Combien d'habitants ont péri dans la tempête? Combien ont été jetés dans la mer du haut de la falaise? On appelle Dunwich the Lost City, mais contrairement à l'Atlantide, non seulement cette ville a bien existé, quelques ruines éparses en témoignent, mais elle n'est pas si lost que ça, puisqu'elle existe encore, sous l'eau. En 1972, un archéologue marin amateur et plongeur local, Stuart Bacon, est le premier à voir apparaître au fond de l'eau le clocher de St. Peter's Church. Il n'est pas exclu que Bacon ait un peu brodé, puisqu'il y a peu de chances que l'église, en tombant, soit restée intacte et debout, 100 mètres plus bas, avec sa flèche pointant désormais vers la surface de l'eau. Mais qu'importe. J'imagine Stuart Bacon s'enfoncer tout seul, car oui, il y est allé tout seul, les copains l'attendant dans leur petite embarcation en haut, s'enfoncer de plus en plus profond dans l'eau glacée et trouble de la mer du Nord, puis, les dernières clartés diurnes disparaissant, être pris dans un silence brouillé par le gargouillement des bulles d'air produites par sa propre respiration et dans une obscurité de plus en plus opaque, trouée seulement par le faisceau lumineux d'une lampe frontale dans lequel tourbillonne une foule de micro-organismes et que traverse lentement un banc de poissons avant que ne se détache peu à peu, dans un effrayant fourmillement de crabes et de homards, les contours de ce qui pourrait bien être un clocher revêtu d'un fastueux habit d'algues et de mousse. 1000 ans après son engloutissement, la cité est toujours là. Et je ne comprends pas pourquoi, puisque l'atmosphère se réchauffe et que le niveau de la mer monte, mais il semble y avoir l'espoir que les falaises reculant et le banc de sable avançant vers le littoral, les habitants de cette côte verront un jour émerger certains de ces bâtiments, finalement recrachés par le monstre marin qui les avala il y a 800 ans. Dans le cadre d'une série d'expérimentations médicales sur des sujets normaux volontaires à l'Université de Californie en 1964, un courtier d'assurance américain est soumis à l'acide lysergique ou LSD-25. Après les troubles neurovégétatifs, nausées, vertiges, sensations de froid, et les troubles de l'humeur, peur et euphorie, pleurs et rires, les hallucinations colorées commencent. Le courtier raconte.
Tout se passe à 20 000 lieues sous les mers. Il y a des fluctuations perpétuelles dans ces scènes sous-marines. Côté agréable, des poissons lumineux de toute beauté qui ne ressemblent à aucun vrai poisson. Ce seraient plutôt des poissons dessinés, mais qui bougent comme de vrais poissons. Il y en a des milliers. Côté désagréable, quand mes beaux poissons s'en vont, il y a à leur place d'immenses toiles d'araignées sous-marines, aux fils lumineux, assez jolies mais inquiétantes. Au fond de l'océan intérieur, le courtier rencontre aussi l'infini. C'est la coquille d'un Nautilus pompilius, mollusque qui vit dans les eaux chaudes indo-pacifiques, un fossile vivant, une espèce relique, dont le stade de développement remonte à 450 millions d'années. Il a échappé à plusieurs extinctions pour des raisons que nous ignorons et se déplace gauchement par oscillation d'avant en arrière. Au crépuscule, le céphalopode à tentacules remonte à la surface pour s'abriter des mauvaises rencontres du fond. Sa coquille est un organe de flottaison empli de gaz, une vessie natatoire grâce à laquelle il règle le niveau de profondeur où il circule. Si on photographie la coquille d'un nautile au rayon X, l'image rend évident la perfection de la spirale. C'est la spirale d'or, la spirale des spirales, la spirale de Fibonacci. 1 et 1 font 2, 2 et 1 font 3, 3 et 2 font 5, 5 et 3 font 8, 8 et 5 font 13, 13 et 8 font 21, 21 et 13 font 34, 34 et 21 font 55, 55 et 34 font 89, 89 et 55 font 144, et cela à l'infini et l'infini qui font l'infini et le nautile, l'infini est un fossile. Mais le courtier, sous LSD, a soudain un bad trip. Cette fois, je suis vraiment prisonnier sous l'eau. Je suis retenu au fond de l'océan par des algues de toutes sortes que des centaines de lilliputiens ont entortillées autour de mes bras et de mes jambes. Ils sont vraiment idiots, ces lilliputiens. En fait, ce sont les 7 nains de Blanche-Neige reproduits à des centaines d'exemplaires et ils n'ont rien à faire là. Ce n'est pas leur place. Mais ils sont là tout de même. Et tout le monde s'amuse bien pendant qu'ils me ligotent. Le courtier d'assurance finit par hurler à ce point de peur que le docteur lui administre un puissant neuroleptique dont les effets calmants le ramènent sur la grève. Dans sa main, un nautile, des spirales dessinées en plein délire, et il s'exclame « J'ai vu l'infini ». Et là, je tombe sur un truc, et ce truc, c'est la quadrature du cercle. J'ignore pourquoi je pars de là. D'ailleurs, je ne pars pas de là, ni de quelque part d'autre de bien précis, seulement de quelques mots, les tiens, qui ont éperonné les miens et qui, bien entendu, ne flottaient pas dans le vide non plus, mais ont été à leur tour précédés par les miens, et nos mots à toutes les deux suivaient d'autres mots. Ils suivaient un nombre presque infini d'expériences humaines s'étant traduites en mots, et dont une infime partie seulement a été lue par nous qui disposons d'un temps de vie et donc de lecture bien limité, mais y penser à cette nuit des temps bourdonnant de voix désormais éteintes, revient à écouter une chorale majestueuse ou monstrueuse. La chorale des morts, dans laquelle se mêlent quelques voix de vivants, puisqu'à chaque fois qu'une voix s'éteint, d'autres voix naissent, de plus en plus nombreuses, si bien que c'est un océan de paroles qui se soulève et afflue au fil des millénaires jusqu'à nous qui, à partir d'elles, commençons à jouer à notre ping-pong de mots, nos voix fluettes, se fondant désormais dans la chorale formidable, formant une jolie petite tresse de mots à part, avant de s'estamper à leur tour, mais nous n'en sommes pas là. Nous allons de l'avant. J'en suis à la quadrature du cercle qui consiste à faire du carré avec du rond en s'aidant d'une règle et d'un compas. Et ce problème, qui durant 3 millénaires a occupé l'esprit de pas mal de personnes intelligentes, aurait bien pu rester une énigme indéfiniment si un type particulièrement malin, un Allemand du nom de Ferdinand von Lindemann, n'avait pas démontré la transcendance du phi et donc le fait que la quadrature du cercle était tout à fait réalisable, à condition de se servir pour cela d'autre chose que d'une règle et d'un compas. Alors si ce von Lindemann avait vécu non pas à cheval entre le 19e et le 20e siècle, mais au temps de Charles Quint, ce dernier lui aurait peut-être remis les 100 000 thalers qu'il avait promis à l'homme qui résoudrait le problème.
mais aussi bien il les aurait gardés, prenant prétexte du compas et de la règle qui n'avaient pas été utilisés. Et ainsi, sautons-nous de l'Antiquité à la veille de la Seconde Guerre mondiale, puisque von Lindemann est mort le 6 mars 1939, et ses prénoms, tiens-toi bien, sont Karl Louis Ferdinand, comme Céline, ou presque, et de Céline, nous passons à Suzanne Debout et la grippe espagnole. Et voilà que toute cette toile, ce web insondable qui s'ouvre constamment devant nous et nous engloutit si nous n'y prenons garde, et même si nous y prenons garde, puisque la toile impalpable nous aspire toujours plus loin dans ces profondeurs où nous tombons d'incongruités en pépites, les fines ramifications de ce vaste espace nous donnent le vertige. Et c'est un nouvel infini qui s'ouvre à chaque instant et qui promet des merveilles, trompeurs toujours et étincelants. Au cours d'une recherche dans la bibliothèque privée d'un psychiatre français, auquel on doit quelques-unes des pages les mieux documentées sur l'extermination des malades mentaux sous le Troisième Reich, je découvris par hasard une collection de petites cartes photographiques provenant de paquets de cigarettes allemandes. Il était en effet courant dans les années 30 que des images à collectionner soient glissées à des fins publicitaires dans les paquets de tabac, ici par Haus Bergmann, HB. L'addiction à la nicotine se doublait ainsi d'une addiction à la collection. Sur une feuille A4, les petites cartes ont été soigneusement alignées et scotchées, et réunies en vertu d'un même thème, les plus belles femmes allemandes du monde. J'appris par la suite que ce fétichisme était né d'un amour de jeunesse rencontré durant un séjour de quelques mois à Berlin avant la guerre. La petite collection témoignait tout autant d'un sentiment intime, une probable passion amoureuse, que d'un fait historique, la propagande raciale de l'époque qui se glissait jusque dans les paquets de cigarettes. Après la série du profil allemand le plus parfait, mon attention a été retenue par l'image 10 de la série Ein Mädchen wandert durch die Zeit. Une fille se promène dans le temps. La fille en question est une actrice qui se nomme Hélène Estel. Au dos de la photographie pour fumeur de HB, elle est présentée comme la fille de l'année 1933, qui par son art de l'expression parvient à faire revivre des temps évanouis. Le cliché est signé Iva, avec laquelle travaille la maison Bergmann pour ses cartes à collectionner. La portraitiste allemande, dont le pseudonyme cache Else Ernestine Neulander, dirige alors à Berlin le studio photographique le plus en vue de l'époque. Les images d'Iva, sans doute collectionnées par plus d'un nazi fumant des HB, ne lui sauvèrent pas la vie. Elle fut assassinée en 1942 à Sobibor. Quant à la fille qui marche dans le temps, elle continue son voyage d'images collectionnées, ravissante témoin des liens étroits et pervers que tissent nos crimes entre le massacre et la beauté. Il y a quelques mois, je me suis rendue au cimetière Rossau de Vienne, qui passe pour être le plus ancien cimetière juif de la ville, bien qu'il ait complètement disparu pendant plus de 40 ans. Il a été rasé sous l'occupation allemande et reconstitué seulement dans les années 80 avec des stèles qui avaient été cachées ailleurs. Or, seul un petit tiers des stèles ont pu être retrouvées. J'ai eu de la peine à trouver l'entrée. À l'adresse indiquée s'élevait ce qu'en France on appelle un EHPAD et là-bas un Seniorenheim, ou plus euphémistique encore, un Pensionistenclub. C'était un bâtiment des années 70 ou 80 appelé Haus Rossau. J'y suis entrée et j'ai demandé à l'accueil s'il n'y avait pas un ancien cimetière juif dans les parages. On m'a répondu « en effet », et après avoir pris mes coordonnées et ma carte d'identité, on m'a désigné une porte dans le mur du fond et on m'a tendu une clé. Je suis sortie dans la cour de ce bâtiment construit en fer à cheval et là, j'ai vu le cimetière. Il y avait 200 ou 300 stèles entourées d'une clôture dont j'avais la clé. J'y suis allée sur la pointe des pieds comme une voleuse. Comme c'était étrange de se promener entre ces pierres, entre des pierres sous lesquelles ne reposait personne, en tout cas pas ceux dont elle portait le nom. J'apercevais une vieille femme poussant son déambulateur de l'autre côté de la clôture, au pied de l'immeuble. De temps en temps surgissait dans l'une des fenêtres surplombant le cimetière de 3 côtés le visage d'un vieillard. Les habitants du foyer avaient sans doute été trop jeunes pendant la guerre
pour avoir vu raser ce cimetière et a fortiori pour avoir organisé ou commis des crimes. Mais il est sûr qu'il y en a eu des vieux nazis qui, à partir des années 80, dans leur grand âge, ont été condamnés à contempler depuis la fenêtre de leur avant-dernière demeure ces stèles tombales juives. Un quart d'heure plus tard, j'ai vu apparaître un couple qui cherchait à entrer dans le cimetière et je me suis rendu compte que j'avais refermé la clé à clé derrière moi. Pourquoi ? Pour ne pas laisser des vieux entrer, des néo-nazis venus vandaliser des pierres ? Et je leur ai ouvert à ce couple. C'était un couple d'Israéliens dont le mari était à la recherche des tombes de plusieurs de ses ancêtres. Les stèles étaient numérotées et il avait fait des recherches sur Internet et retrouvé les numéros. Alors nous nous sommes mis tous les trois à les chercher. J'étais bouleversée parce qu'ils me parlaient tous deux comme si je n'étais pas une Allemande et donc potentiellement, non, probablement une descendante de nazis, mais n'importe qui, ou plutôt comme si j'étais même une personne de confiance. Et j'en ai pleuré, mais ils ne s'en sont pas aperçus. Nous étions partis chacun suivre son propre chemin à travers les tombes. C'est en sortant seulement que j'ai aperçu une plaque indiquant qu'à l'emplacement de l'actuel Pensionistenclub s'élevait jusqu'en 1972 l'hôpital juif et le foyer juif pour personnes âgées. On les avait démolis pour faire place à un foyer pour personnes âgées non juives. Ce n'était pas marqué. Plus tard, de retour chez moi, j'ai lu le texte publicitaire par lequel, sur son site internet, les gestionnaires du Pensionistenclub décrivent l'environnement où l'immeuble est placé. Dans le magnifique quartier des Servites, l'élégance rime avec une atmosphère chaleureuse, la fameuse Gemütlichkeit intraduisible. Les ruelles pavées, les façades baroques et art nouveau, ainsi que sa scène culturelle vivante, donnent une âme au quartier. L'église des Servites, le fameux escalier du Strudloff, ou encore le plus ancien cimetière juif de Vienne, tout autour de la maison Rossau, l'histoire viennoise est très présente et perceptible. Du point de vue culinaire aussi, avec ses sympathiques, gemütlich encore, cafés et ses terrasses, ainsi que son marché paysan, le quartier compte parmi les endroits les plus attirants de la ville. Des lumières vacillantes au loin indiquent un phénomène de réapparition. C'est ainsi que se manifeste dans mon esprit le souvenir. Chaque jour, au réveil, je cherche ces lumières troubles qui accompagnent de leur reflet pâle le retour d'une bribe de passé. Chaque jour, j'essaye de retrouver une sensation ou seulement un éclat. J'essaye de revoir une seconde de joie ou de tristesse venue de cette vie qui était à moi. Je lutte pour retrouver la mémoire d'un instant vécu dont la sensation me fera tenir une nouvelle journée. Chaque jour, quand j'ouvre les yeux, après une nuit sous la couverture de plomb des somnifères, je me concentre avec les quelques cellules grises qu'il me reste pour retrouver un peu de moi-même dans ce lit de malheur. Et quand j'ai réussi cela, je vois immédiatement devant moi le problème de la mort en son entier, la seconde qu'il faut passer. Je fouille encore dans mon crâne pour retrouver une idée, étendue dans mon lit de puanteur avec ma chair blafarde, mes fesses flasques et mes seins plats, ma peau qui bleuit à la moindre pression et se déchire quand on m'enlève les pansements. Ah, cette femme que j'étais jadis, si seulement je pouvais la revoir, si elle pouvait venir m'aider à porter le fardeau de loques que je suis devenue. Je la cherche chaque matin avec ce qu'il me reste de volonté et de conscience. La démence sénile progressant vite vers la catatonie et les hallucinations. C'est un monde singulier que celui de la confusion mentale. Chaque matin, un brouillard m'empoigne et me prive de temps et d'espace. Il dessert sa poigne le soir. Je m'endors un peu, je somnole, et pendant quelques instants, des hallucinations hypnagogiques font fuser les éclairs du réel dans le monde du rêve et illuminent une scène passée. J'ai à peine le temps de la voir qu'elle a déjà disparu. Des larmes montent d'une source que je croyais tarie, et un peu de liquide lacrymal mouille ma joue, maigre et rosacée. La nuit n'y peut rien. Le lendemain, l'infirmière entre dans la chambre avec le plateau du petit déjeuner. J'en ai fini avec le café. Maintenant, je bois un chocolat au lait. Quand elle a fini de m'appeler ma chérie, elle ferme la porte et les heures s'ouvrent devant moi comme un néant. Certaines fois, à un rythme qui varie selon la direction de l'EHPAD ou les consignes de l'infirmière en chef, l'aide-soignante me traîne à la douche, d'abord avec le déambulateur, maintenant dans la chaise roulante.
Avec des gestes neutres pour masquer son compréhensible dégoût, elle retire ma couche maculée. Derrière nous chantent les anges de la dignité. Après la toilette, c'est l'épuisement total. On me recouche au lieu de m'installer dans la salle commune avec les autres résidents. Depuis longtemps, je ne les reconnais plus, soit parce que je perds définitivement la tête, soit parce qu'ils disparaissent trop rapidement. À une époque, j'avais une amie qui portait toujours des bijoux de famille. Je l'aimais bien, elle était coquette, mais elle a disparu. J'ai eu aussi un courtisan qui bavait et auquel il manquait des dents, disparu également, sans dire au revoir. De plus en plus rarement, le kinésithérapeute vient pour me faire bouger les bras et les jambes comme une vieille poupée pleine d'escarres. Avec ses mains musclées et sa peau bronzée, il me fait plier les genoux et les coudes. On joue un film au ralenti dont je suis l'héroïne déchet. Les jours où j'ai vraiment de la chance, après la purée et la compote, une fois les antidépresseurs avalés, que je n'ai plus la force de cracher sous la table et de cacher sous ma pantoufle, je reçois de la visite. Je devine que c'est dimanche. Le bon Dieu peut encore quelque chose pour moi. On frappe à la porte de ma chambre, un bouquet de fleurs coupables apparaît. La visite commence avec ces longs silences gênés et les petits-enfants qui se bouchent le nez. Et pendant que le gendre regarde une jolie infirmière, la conversation roule sur une chose et l'autre. Mais tout cela, c'est du passé. L'agonie est là à présent. Le dernier acte du souffle a commencé. Je ne peux plus déglutir, plus rien manger ni boire. Ce matin, j'ai réussi à avoir un souvenir plus long et plus précis que d'habitude. Et pas des moindres. Un souvenir comme une chanson. Le front flétri, tu reviens toujours à ton premier amour. 20 ans n'est rien, dit le tango Volver de Carlos Gardel. Mais maintenant, ce n'est plus 20 ans, c'est 60. Les résidents s'agitent dans le couloir. La dame de la chambre d'à côté, immobile dans son lit devant la télévision allumée, pousse de grandes plaintes à intervalles réguliers. Elle a toujours été douée pour la lamentation. On a rempli la fiche de préparation, programmation, suivi, surveillance de la pompe dentalgique palier 3, morphine, ampoule 100 mg. Des lumières vacillent autour de moi. Elles sont différentes de celles du souvenir. Elles brillent par intermittence sans suivre le rythme de la machine à oxygène qu'on a branchée dans la salle de bain au-dessus de l'évier et dont le fil court jusqu'à côté de mon lit. Le personnel soignant qui vient m'humecter la bouche se prend les pieds dedans. Dans un éclair de lucidité, je serre ma fille dans mes bras. On installe un flacon de midazolam. Des coquelicots flous s'agitent dans un pré, rouge, blanc, toujours avec un seul cœur que j'entends encore battre. La morphine est une fée. Elle permet de passer sur les détails. Et puis un jour ou une nuit, c'est difficile à dire, je me vois partir avec des pieds invisibles. À pas lents, dont rien ne fait foi, je pars dans l'errance d'antan et je ferme doucement la porte derrière moi. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo
tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del cielo. Le mot tango, avant de nommer une danse d'origine argentine, semble avoir désigné le lieu où étaient enfermés les esclaves avant d'être embarqués. Un hangar, un dépôt de marchandises, une cage, un sous-sol. Une dernière station avant le départ. Un EHPAD. Tango aurait été confondu avec tambo ou tampo, qui serait un mot quechua, une des langues parlées dans la région des Andes, ou bien, selon d'autres sources, d'origine congolaise, pour dire lieu fermé ou lieu d'échange et de commerce. Cette étymologie est tout à fait incertaine, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que le tango est né dans les faubourgs de Buenos Aires, dans les tripos et les lupanars des quartiers du port et des abattoirs, fréquentés essentiellement par des hommes et des prostituées. On y bougeait d'une façon qui, ailleurs, aurait passé pour obscène. Le mot blues, lui, est une contraction de Blue Devils, qui veut dire cafard, celui au singulier qu'on peut avoir. Low spirits, mélancolie, dépression. Au départ, ces diables bleus auraient été ceux qui s'emparent de quelqu'un d'ivre-mort, qui agitent celui ou celle en proie, scientifiquement parlant, au délirium très mince. Car l'alcool n'est pas une fée, c'est un diable qui vous possède, qui, après vous avoir procuré un soulagement momentané, vous secoue à mort, puis, lorsqu'il vous lâche enfin, vous abandonne à un abattement profond. Dans le blues, il y a les diables bleus et les notes bleues. Les notes bleues viennent accentuer la tristesse. Elles donnent la sensation d'une plainte déchirante, d'une lamentation. Elles n'appartiennent ni au mode mineur ni au mode majeur en usage dans la musique occidentale, mais à des gammes bleues. Elles s'appellent tierce mineure, septième mineure, quinte diminuée. Elles n'entrent pas dans le schéma diatonique, elles sont ambiguës. Elles ne sont pas représentées ni par des touches noires, ni par les touches blanches du piano. Elles font mal à écouter. Souvent, le blues repose sur le call and response. Say, who's got trouble? We got trouble, How much trouble? too much trouble. Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy? We're unhappy, How unhappy? too unhappy. Uh-oh, that won't do. When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky? We're unlucky, How unlucky? too unlucky. But your luck will change if you'll arrange to knock on wood. Who's got nothing? We got nothing, How much nothing? too much nothing. Said nothing's not an awful lot, but knock on wood. Now who's happy? We're happy, Just how happy? very happy. That's the way we're gonna stay, so knock on wood. Now who's lucky? We're all lucky, Just how lucky? very lucky. Well, smile up then, and once again, let's knock on wood. Say, who's got trouble? We got trouble, How much trouble? too much trouble. Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Ave César, dit la balle. Ave Dolor, crie la plaie. Aïe, le genre humain a mal. L'élégie s'élève des corps. Et les veleuses aux pieds noirs font foule dans l'atlas des pleurs. Leurs plaintes déchirent l'histoire et la chose publique fait cœur. Aïe, la langue fait mal. Coupée nette d'un coup de dent. Aïe, ah, des bouches pleines de sang. Aïe, le passé fait mal, mais la douleur fait chant. Son cri est res publica.
Le passé dort dans les archives, dans les témoignages, dans les objets que les hommes ont autrefois tenus entre leurs mains. On appelle plantes de résurrection certaines plantes du désert qui restent desséchées sur le sol jusqu'à presque y disparaître, mais qui peuvent revivre des années plus tard, quand il pleut enfin. Les documents attendent notre regard, la larme qui tombera de notre œil et les fera revivre. Parfois, ils peuvent même prendre pied et se mettre à danser. Elles sont allées à Troyes, au Luna Park de la Porte-Maillot, sur les stands de photographie à passe-tête. Elles ont peut-être croisé des surréalistes qui cherchaient l'art dans le tournoiement des lumières et les illusions photographiques. Au Luna Park de la Porte-Maillot, les 3 amies ont pris place dans une voiture en papier immatriculée 61YA2. Elles roulent à vive allure en riant. La conductrice est une demoiselle du téléphone. Toute la journée, elle a relié des voix grâce à son tableau plein de prises jack et de câbles. Elle a raccroché, décroché. Elle a eu des centaines de contacts, prié des centaines de personnes de patienter, essuyé des centaines de remarques désagréables. La deuxième passagère est sténodactylographe pour un journaliste. Toute la journée, elle a tapé des articles sur l'actualité qui annoncent une nouvelle guerre mondiale. La troisième passagère a un peu trop bougé sur son siège, le flou efface un peu son visage. Elle pense à la prochaine place de femme de chambre qu'elle va occuper en province. Elle a décidé de quitter Paris. Ce soir, elle fête son départ avec 2 amis. Elle n'est pas sans inquiétude de se retrouver dans ce trou perdu de campagne française. Elle espère que madame sera généreuse et monsieur pas trop désobligeant. Les embêtements, c'est le plus clair des bénéfices dans sa profession. En y pensant, elle a bougé la tête. Paris dort. Il est 3h37 du matin. Wallace Stevens, qui était un colosse de près d'1,90 m et pesant dans les 120 kilos, passe pour s'être cassé le poignet un jour en donnant un coup de poing à Hemingway. Mais c'est bien lui, Stevens, qui fut mis KO et qui s'est étalé spectaculairement dans une flaque d'eau. C'est qu'il aimait fréquenter les speak-easies, littéralement parle facilement, les troquets clandestins où l'on servait de l'alcool sous la prohibition. Et il avait tendance en effet à y parler un peu trop facilement, y compris avec les poings. En 1918, Wallace Stevens traduisit un poème, Instant de clarté, du poète français Jean Leroy, qui venait de mourir à 23 ans dans les tranchées, avant d'avoir pu constituer une œuvre et après avoir survécu miraculeusement à 4 années de guerre. C'est la version de Wallace Stevens, Moment of Light, qui restera et qui illumine notre nuit. I feel an apparition at my back, dit le poème. Je sens dans mon dos comme un fantôme, une ombre qui se penche sur moi, plus grande que moi, et derrière elle, d'autres spectres encore, et d'autres, toujours plus grands, la foule incommensurable de mes ancêtres, immensities of night. Et quand je regarde devant moi, il y a d'autres hommes qui surgissent, petits, et encore plus petits, à mesure qu'ils s'éloignent dans le temps, car ce sont mes enfants, et leurs enfants, ensevelis dans l'avenir, dormants. Et pour l'instant, une seule existe, c'est moi. Just one exists, and I am time, the whole of time. Je suis le temps entier, le tout du temps, le tout de la lumière. I am the whole of light. The others all are black. Je me tiens sur la corde tendue qui sépare 2 infinis, between the infinite that waits, entre l'infini qui attend, and the long abiding, et l'infini qui dure depuis toujours. Les 3 petites femmes dans leur voiture sourient. La voiture fonce, elle est figée. Il y en a une des 3 qui bouge. Et quand tu bouges, tu ne tiens plus en équilibre sur la corde. Tu commences à basculer dans le passé. Coincées entre deux masses obscures, 2 infinis qui les envient, elles nous regardent. Elles sont mortes, elles sont le temps, elles sont le tout de la lumière.